C'est le bordel. Voilà. Encore 2 heures perdues. Mais c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel? Bienvenue dans Lean et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Et cette fois, je suis avec Sophie Rorissol. Sophie, bonjour. Bonjour Paul. Est-ce que tu peux commencer par présenter en quelques mots l'entreprise Rorissol ? Oui, tout à fait. On est une entreprise située à Alès. Nous existons depuis plus de 60 ans et je suis la 3e génération. On intervient dans le Gard et dans l'Hérault en bâtiment et en génie civil et sur l'arc méditerranéen également. Alors Rorissol, il me semble que ça commence à être une belle boîte en termes d'effectifs. Oui, nous sommes à peu près 80 personnes et nous réalisons entre 15 et 17 millions de chiffres d'affaires annuels. Est-ce que, alors on voit souvent des entreprises, enfin je vois souvent en fonction des entreprises que j'accompagne qu'il y a des pathologies, on va dire, qui sont assez récurrentes en fonction souvent des effectifs. Est-ce que tu peux un petit peu parler justement des pathologies que tu constatais et qui ont conduit à ce que tu t'intéresses à une démarche Lean ? Oui, les pathologies, c'est le fait qu'on ait une croissance assez rapide et qui a fait que j'ai dû progressivement embaucher, structurer ma société, mais pas toujours le temps pour tout. On est souvent seul quand on est dirigeant, on essaie de faire les meilleurs choix et il arrive un moment où le verre est un peu trop plein et on n'arrive pas à tout changer tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance d'être adhérente de la Fédé du bâtiment et de voir passer justement un accompagnement sur le Lean. Et je me suis dit, c'est ça la solution. Quand on a un peu le moral dans les chaussettes, c'est de se dire, peut-être qu'en faisant cette démarche Lean, même si je ne croyais pas que ça allait révolutionner ma vie professionnelle, mais en tout cas, on met tout en œuvre pour que tous nos projets puissent aboutir. Est-ce que tu as un petit peu moins le moral dans les chaussettes maintenant ? Beaucoup moins et j'ai surtout plus d'énergie. Bon, c'est vraiment lié au Lean ? Je crois. Aujourd'hui, on est en juin 2025. La démarche a démarré en novembre 2024 avec la session de formation collective. Est-ce que tu peux raconter à ceux qui nous écoutent comment ça a démarré au tout début et comment, petit à petit, il y a des choses qui se sont construites depuis 6 mois ? Alors, je m'attendais à pas vraiment grand-chose parce que tant qu'on n'avait pas fait la première réunion de groupe, je ne savais pas où aller. Et à cette première réunion, qui était plutôt très pragmatique, je ne te connaissais pas, Paul, à l'époque. C'est vrai que c'était la première fois qu'on faisait un atelier ensemble, en fait. C'est ça. Et finalement, très vite dans la journée, on se rend compte à quel point c'est utile, notamment le jeu de la balle qui fait comprendre le Lean en quelques minutes. C'est vrai que ça, c'est un des best-sellers. Et que j'ai pu du coup développer avec mes équipes pour avoir une image très pratique de leur expliquer ce que c'est que le Lean. Parce que tant qu'on n'a pas une visualisation de se dire qu'est-ce qui peut changer dans la vie de tous les jours, parce que finalement il change dans notre vie de tous les jours, on ne sait pas réellement ce qu'on fait ou pas de bien ou de mal. Donc ce que ça a changé, j'ai envie de dire, c'est qu'on était directement en immersion dans le fait de pouvoir nous-mêmes être acteurs du changement. Et on a même donné un nom à ce petit truc. Ah oui ? Donc ouais, les petits pas autres best-sellers des démarches Lean. Alors, ça fait 6 mois que c'est lancé. Je me souviens très bien du premier atelier qu'on a pu faire où on a un peu scanné l'entreprise. Je me souviens notamment d'avoir fait le côté obscur de l'organigramme. Et assez rapidement derrière, on a lancé 2 chantiers en parallèle. Qu'est-ce que tu peux dire de ces 2 chantiers-là ? Ce que ça m'a du coup appris, c'est à moi-même structurer l'entreprise via la démarche Lean et dans les premiers exercices où on définit les 6 causes racines universelles et qu'on les développe avec nos équipes, on se rend compte qu'en fait personne ne les connaît réellement. On ne les a pas forcément appris tous à l'école et qu'il y a une prise de conscience qui se fait dès ce moment-là, de rentrer dans le Lean, qui va faire que tout le processus derrière, du travail de la VSM ou des petits pas de la semaine ont un sens. C'est vrai qu'on a
dédiaboliser dès le début les trucs que ton équipe pouvait faire remonter en disant directement, et sans jugement, on sait très bien que les causes de vos problèmes sont forcément là-dedans. Et on sait très bien que les porteurs de ces causes, ils sont forcément dans l'équipe. En fait, on vous en veut pas. Oui, c'est ça. Et en même temps, d'y mettre un nom et de savoir qu'on peut les combattre. Combattre les causes, hein. Combattre les causes par de la formation, par de l'investissement, d'expliquer, de revoir en tant que dirigeant sa façon de prise de parole, de réunion. La remise en question, en fait, elle est totale, elle est pour tout le monde. Alors ça, c'était le premier chantier qu'on appelait les petits pas de la semaine. Et le deuxième, tu peux nous en parler aussi? Parce qu'aujourd'hui, en plus, on vient de faire une séance assez costaud sur ce sujet-là. Oui, c'est le plus gros du travail, c'est les racines. Celles qui vont nous suivre, je l'espère, pendant longtemps, même si la VSM va évoluer également. Mais ce qui était sympa dans ce travail, c'est la mise en relation de tous les services. Parce qu'en tout cas, une problématique chez nous, c'était que chaque pôle n'intervenait pas dans d'autres alors qu'ils avaient des liens, qu'ils attendaient des réponses l'un l'autre et que la réponse immédiate qu'ils allaient trouver, c'était forcément la direction. Au secours. C'est ça. Donc, vu que je m'intéresse à tous les pôles, j'ai les solutions et jusqu'à présent, je les émettais. Ce qui m'a appris sur moi-même, c'est d'essayer à ce que chacun aille voir son collègue avec qui il a un lien sur un travail, sur une procédure. Qui fait que, en fait, moi, j'apporte rien au départ, même si je la connais, la réponse, parce qu'ils doivent déjà, ensemble, la partager, en fait. Et ça m'a appris le fait de, des fois, ne pas répondre aux questions qu'on m'a posées. C'est génial comme réponse. La non-réponse était pour toi un levier visible de la démarche. C'est que c'est super dur. Même encore aujourd'hui, je lutte pour pas répondre à une réponse que je connais déjà. Après tous ces mois de travail, est-ce que tu vois que ça porte ses fruits pour que chacun sache un petit peu mieux ce qu'il a à faire auprès des autres? Porte ses fruits. C'est long au début. Parce que je pense que la démarche, elle est quand même lourde. Et le dirigeant a peut-être une vision globale de tous les postes, mais ce n'est pas le cas de tous les salariés qui sont à leur pôle. Et donc en ça, il faut arriver à la fin de la VSM pour que chaque pôle et chaque poste comprennent qu'on ne demande pas à une personne ou à un pôle, mais à l'ensemble d'une équipe des évolutions pour que chacun, finalement, soit confortable dans son métier du quotidien. Et soit plutôt rassuré, en fait. C'est censé permettre d'alléger le poids et la lourdeur administrative. Qui est d'autant plus présente dans le travail de gros œuvres et de génie civil. Exactement, je crois qu'on est le lot du bâtiment le plus dur à gérer. Alors effectivement, pour les puristes, on a parlé de VSM et Google est votre ami, donc Value Stream Mapping, cartographie de la chaîne de la valeur. Et pour apporter un petit complément méthodologique, en fait, on est allé jusqu'à écrire ce qu'on appelle la VSD, donc D pour design, c'est-à-dire quelle est la façon dont on design, dont on imagine que la chaîne de la valeur devrait se passer. Donc ça nous a permis d'écrire quel devait être le processus maître de l'entreprise et comment est-ce qu'il pouvait bien se passer aussi. Comme on vient tout juste de finir la VSM, il faut, maintenant qu'on la diffuse au sein de l'entreprise dans son sens le plus large, vu qu'elle n'est pas encore relayée niveau terrain, elle est restée à un stade d'organisation de la partie bureau et de la partie encadrement et conduite de travaux. Donc il faut élargir du coup la démarche et qu'elle vive quelques mois pour que chacun se l'approprie et que j'en vois les effets bénéfiques. Alors justement, tu viens de parler d'encadrement. Qu'est-ce qu'ils en disent les membres de ton équipe de cette démarche et du travail qu'on a pu enclencher? Je pense qu'ils s'en disent que c'est bien, mais c'est plus dur de travailler sur les procédures, malgré tout. C'est-à-dire c'est génial, mais quand Paul dit maintenant il faut faire les procédures, bizarrement, ça rigole un peu moins. Et on entend les mouches voler. Il faudrait une procédure. Oui, qui l'a fait? Alors avant de commencer à regarder vers devant, on va encore regarder un petit peu vers derrière les 6 mois qui viennent de se passer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui particulièrement t'a surpris dans la démarche, dans ses effets, ses résultats ou que sais-je? En tout cas, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas.
Alors j'ai été très surpris lors de notre premier jour d'intégration avec toutes les entreprises. D'une part, de découvrir le programme qui était super pertinent et qui fait que, en général, une formation, quand elle débute, c'est plutôt, ça va être long, ça va être pénible. Bon, je vais démarrer ouvrir ma boîte mail. C'est ça. Et souvent, on s'endort. Et là, c'était plutôt interactif. Il y avait vraiment un vrai lien, même si on n'y connaissait rien, parce qu'il y avait du partage. Et en fait, finalement, ça nous mène vers ce début de démarche. Peut-être un côté psychologique à nous amener vers là. Le but était de vous mettre dans de bonnes conditions. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est que toi, Paul, et Olivier, ton confrère, étiez vraiment issus du terrain, du chantier, ayant vécu dans une vie parallèle. Et c'est tellement rare, finalement, d'avoir des formateurs ou accompagnants qui ont le vrai sens de la vraie vie de nos quotidiens d'entrepreneurs. On nous explique toujours les bonnes pratiques sans finalement les avoir vécues. Et en ça, ça m'a marqué. Et c'est la première fois de ma vie que je fais un accompagnement, une formation où j'ai des formateurs pertinents. Ne rougis pas, Paul. Si, un petit peu quand même, avec toutes ces rougeurs. Alors on va quand même regarder vers les 6 mois qui s'amènent, puisque l'accompagnement en est à la moitié. Il s'arrête fin 2025. La prochaine étape, c'est quoi? C'est que la VSM se mette en place, marche, qu'on puisse faire des points d'étape pour que là, on n'est plus dans la mise en place d'un organigramme organisationnel, mais dans la vraie vie, celle où on applique la VSM, les procédures et où on se rend compte du bienfait pour chaque poste. Voilà. C'est un peu le happy end de la VSM. Et je vais même aller jusqu'à dire l'intégration dans l'ADN. Parce que c'est bien beau d'avoir fait un très très beau dessin hyper sophistiqué de comment ça doit bien se passer, mais après, il faut le faire. Exactement, et de savoir aussi, il faudrait s'y pencher dessus, comment on va la faire vivre. Est-ce qu'on doit avoir des pilotes par pôle et comment on va aussi l'élargir au travail de terrain pour que la VSM et l'organisation qui s'en découle soient pertinentes. On ne va pas s'arrêter à la fin de l'accompagnement, on va essayer de continuer, d'avoir des étapes, d'aller plus loin en fait que nos objectifs de base en fait. Finalement, ça nous donne envie d'aller plus loin. Alors il me semble que tout à l'heure, en plus, on a évoqué plusieurs possibilités pour appliquer des trucs sur le terrain, notamment le classeur des modes opératoires et des contrôles et des choses comme ça. Oui, c'est ça, c'est que ce soit accessible facilement, que ce soit dans la partie qualité, sécurité, environnement, que ce soit par rapport au mode opératoire technique, mais aussi en lien avec la sécurité. La prise de commande de nos encadrants sur chantier. Enfin voilà, je pense que c'est un autre vaste chantier, mais qu'il va falloir s'occuper, qui va peut-être aussi modifier notre VSM de base. Certainement. On s'est rendu compte, par exemple tout à l'heure, qu'il y avait toute une stratégie parallèle à avoir avec la notion de contre-étude. Donc c'est certainement quelque chose qui sera à peaufiner pour être fait de façon plus fiable, pour trouver des leviers pour gagner de l'argent sur les chantiers. Alors Sophie, avec le recul, est-ce que tu penses que c'est un genre de démarche que tu aurais pu mener seule, sachant que tu n'es pas seule non plus à gérer l'entreprise aujourd'hui, tu es bien accompagnée? Avec du recul, non. Je me suis posé la question en me disant, j'aurais pas dit le lean seul, mais en tout cas avoir toutes ces démarches en même temps, sans avoir d'accompagnement, ça n'aurait pas été possible parce qu'on a quand même toujours le quotidien qui nous zappe et le lean et l'accompagnement nous permet quelque part d'avoir un moment planifié qui ne peut pas bouger, avec une certaine rigueur, tous les mois, des fois un peu plus souvent, qui nous permet et de travailler avec des devoirs, entre guillemets, pour l'ensemble de l'équipe, mais en même temps, qui nous permet d'avoir ce moment stop, cet après-midi complète, où on est focus sur l'organisation d'entreprise, sur les démarches d'amélioration, qui fait que ça, clairement, si j'avais dû moi-même me dire stop, je fais ça sans avoir de guide finalement, je pense que j'aurais perdu énormément de temps, j'aurais peut-être pas trouvé les clés
pas trouvé les outils informatiques pour gérer mon temps ou l'organisation, mettre en place des petits pas de la semaine plus facilement, ou mes réunions hebdomadaires. Donc non, clairement, ça va tellement plus vite à plusieurs. Et pour le coup, c'est vrai que s'il y a un truc qui a bien marché, c'est la mise en place de tes réunions périodiques, en plus. Oui, j'étais pas très réunion. Je me souviens de la première fois. Ouais, non, les réunions, pas trop pour nous. Parce que c'est une question d'éducation. Donc la mise en place de réunions rituelles, comme tu les appelles, permettent effectivement aux équipes d'avoir ce côté rassurant du même jour à la même heure. Donc c'est des fois d'apprendre à gérer son planning en ayant toujours ces moments qui sont, j'ai envie de dire, annuellement, toujours bloqués pour eux. Oui, puisqu'ils sont bloqués, effectivement, avec quasiment 52 semaines d'avance. Exactement. Alors, est-ce que, à la réflexion, parce que aussi tu es très impliqué au niveau corporate, et tu passes un certain temps, une certaine énergie dans des groupes où tu rencontres d'autres dirigeants, d'autres dirigeantes, tu dirais que cette démarche, elle est pour qui ou elle n'est pas pour qui? Cette démarche, elle est finalement pour tout le monde qui est curieux et qui a envie de faire changer les choses dans son entreprise, qui est une grosse organisation à reprendre ou juste les détails qui font qu'il n'y a pas finalement d'accro sur nos projets. Elle est surtout pour des gens qui ont envie de se remettre en question et d'évoluer, de faire évoluer leur société, et grandir et peut-être transmettre aussi, parce que pour moi, une société qui n'évolue plus se meurt. Donc pour éviter de se mourir, je pense que le Lean est en tout cas un bon moyen d'avoir des outils, parce que finalement c'est ça aussi le Lean, et d'aiguiller le dirigeant et ses collaborateurs dans des cadres rassurants. Eh bien, dernière question, Sophie, le mot de la fin, peut-être quelque chose à rajouter? Je pense qu'il faudrait un Lean 2. Ah, une suite pour les bons élèves. Exactement, pour les bons élèves qui ont fini leur cursus, qui ont mis en place et qui ont besoin, à un moment donné, d'aller un peu plus loin dans le détail de la démarche pour qu'elle soit, en fait, finalement, bien bouclée. Eh ben, on ne manquera pas de le faire savoir. Merci Sophie. Merci Paul. Alors en guise de prolongement, petite précision sur la notion de processus. La notion de processus, elle fait souvent peur. Parce qu'il y a cette croyance que les processus, c'est soit réservé aux très grandes entreprises, soit réservé aux entreprises qui sont plutôt portées sur l'administration ou des choses comme ça. En réalité, un processus, il est nécessaire à partir du moment où on se rend compte que notre fonctionnement, personne ne le connaît. Et pour s'apercevoir que personne ne connaît le fonctionnement, il y a des petits signaux faibles ou des phrases magiques. Et mes trois préférés, c'est « Ah, on fait ça après ça ?» ou encore « Normalement, après cette étape-là, on devrait faire ça ». Donc l'usage du conditionnel dans un processus est proscrit. Et le « d'habitude » qui est certainement mon préféré. D'habitude, on faisait ça, mais depuis 2 ans, on le fait plus. Pourquoi? Personne ne sait. Toutes ces phrases magiques-là sont des signaux qu'il n'y a pas de base claire et le fonctionnement établi ne tient que par magie. Et la magie, parmi les temps qui courent, on n'aime pas ça pour tenir une entreprise. Chez Rorisol, la direction a fait le choix de formaliser un processus, le processus maître de l'entreprise, qui est un processus complexe, qui est long. On est en train de parler de chantiers qui durent plusieurs mois, qui peuvent parfois dépasser l'année, pour lesquels il va y avoir parfois entre 1 et 2 ans de préparation en amont, qui peuvent avoir jusqu'à 1 an, voire 10 ans de suivi, avec les garanties et avec les assurances. Donc ce genre de processus, il a besoin d'être très clair, pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre et dans le quotidien de l'autre, et que tout le monde puisse s'aligner. Une autre chose qui découle du fait d'avoir un processus formalisé, c'est la notion de reste à faire. En gestion de projet, le reste à faire, c'est ce qui permet concrètement de savoir ce qui reste à produire. Donc ce qui nous reste encore devant et ce qui nous sépare de la ligne d'arrivée. Eh bien, le fait d'avoir un processus écrit, ça permet justement de construire cette notion de reste à faire pour tous les chantiers, et ce qui facilite donc l'anticipation et la planification de la fin des travaux. Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt.